Bonsoir à tous. Voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo concernant l'intelligence, la notion d'intelligence, donc que j'ai faite déjà sur une première vidéo. J'avais mentionné, j'avais abordé donc l'association d'idées et la matrice d'entendement. Alors pour poursuivre justement dans cette recherche et cet essai philosophique, parce qu'il faut voir la dimension philosophique qui est intéressante, que de nombreux auteurs, de nombreux philosophes, philologues qui ont travaillé sur ça. Là je parlerai du cognita ou l'apprentissage. Donc l'apprentissage c'est quoi? Donc c'est, pour ma part, elle se mesure dans la capacité avec laquelle on arrive à reformuler une action passive, c'est-à-dire visualiser les images de l'apprentissage, vers une action active, c'est-à-dire agir dans le sens de ce que l'on vient d'intégrer. C'est ça qui est intéressant dans l'apprentissage. Ceci se passe par la voie de l'intellection. Donc ici, intellection ne veut pas dire intelligence, mais un degré d'entendement, comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo. Il est néanmoins ici péremptoire d'affirmer que l'apprentissage, mentionné plus haut, se résume à une seule représentation ou action. L'apprentissage, ou le cognita, donc en latin, dans sa dimension de recherche philosophique, avec pour corollaire l'intelligence, tient et vise à établir des schèmes sur la rationalité de l'apprentissage. Il n'est pas de véritables apprentissages qui ne soient appréciés par le sens que l'on donne et la réutilisation des savoirs dans la vie courante. Si l'apprentissage est inerte, donc sans vie, sans intérêt, c'est-à-dire dépourvu de logique et d'intérêt, pour l'apprenant, alors il n'engage aucune notion intelligible, aucun entendement. En l'occurrence, si on montre justement de l'intérêt vers cet entendement, ce même effort d'apprentissage résulte sur des données reformulables intelligemment, alors il a toute sa légitimité. L'apprentissage, je pourrais dire qu'il peut se confondre avec l'éducation, mais elles sont toutes les deux différentes. Dans le sens où la première, donc l'apprentissage, a pour nécessité d'apprendre sur la vie, tandis que l'autre, l'éducation, sert à former des êtres selon une trame institutionnelle. On éduque pour vivre en société et l'on apprend pour vivre dans le monde. Apprendre, ça qui est fabuleux, c'est appréhender le monde, forme de prophylaxie du savoir. Donc du grec prophylaxie, pro avant, phylaxie, c'est se protéger. Donc on anticipe, c'est une prévention du savoir, visant à anticiper les règles du monde, puis un apprentissage visant à vivre à l'instant. L'apprentissage intègre donc la notion d'adaptation. C'est vrai que les êtres humains, on l'a vu de tout temps, ils ont su s'intégrer, surtout en ce moment, aux situations de crise, aux changements climatiques, à beaucoup d'autres facteurs exogènes. S'ensuit une éternelle et infinie source de savoir et de connaissances. Donc, des connaissances encyclopédiques qui vont permettre, comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, de faire des associations d'idées, de construire une trame selon cette matrice d'entendement et qui va permettre d'aller puiser ici et là ce savoir et de pouvoir le reformuler. Parce qu'on fait souvent la différence entre où on assimile la connaissance et le savoir. La connaissance, c'est ce qu'on intègre, et le savoir, c'est la capacité à s'en resservir, à le reformuler, mais avec sa propre personnalité, avec sa propre forme idiosyncrasique. L'apprentissage se fait donc à l'aide d'un passeur, j'aime bien le terme passeur, d'un maître du savoir, d'un pédagogue de la vie intellectuelle, comme ils appelaient dans l'Antiquité les scolarques, et se fait seul lorsque l'individu est en mesure d'appréhender tout seul la mesure du monde et ses composantes. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, si bien que le passeur du savoir et l'homme nomade dans sa vie intellectuelle font corps et s'alimentent donc d'un savoir sédentaire et d'un savoir nomade. Et c'est comme ça que l'on s'enrichit et que la société depuis des millénaires s'est enrichie de la Grèce antique avec des philosophes comme Aristote, Descartes, Démocrite, Empédocle, puis on est venu à d'autres philosophes romains, Lucrèce, Cicéron, Marc Aurèle, donc plutôt des stoïciens. Donc voilà, pour ne citer qu'eux, sinon il y en a des tas d'autres. L'apprentissage du monde tel que je la conçois est un pont entre une solitude, une ascèse intellectuelle et une communauté intellectuelle.
Donc elle peut se faire seule et avec un groupe. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc il y a ce côté sédentaire et ce côté nomade. Voilà. Là, j'ai abordé l'apprentissage, je vais parler de la curiosité. Alors qu'est-ce que la curiosité? Je pense que la curiosité amène à la connaissance. De plus, la connaissance assoiffe la curiosité. Tout est interdépendant. Plus on apprend, plus on est curieux, et inversement. Il existe donc de fait un cycle vertueux de la curiosité. C'est pas la curiosité au sens voyeurisme. C'est être curieux, c'est avoir les sens ouverts, exacerbés à tout ce qui prête à la curiosité. C'est aiguiser ses sens. Et c'est apprendre plus facilement, intégrer des concepts, des registres, des sémantiques, des images, une intellection. Tout ça se développe, se travaille. Bien sûr, il y a des facultés innées. Mais après, si on voit l'approche empirique, il y a ce travail, cette relation de cause à effet, qui est très importante aussi. Pourquoi un être est-il curieux? Il a ce besoin insatiable de voyager à travers des découvertes, de s'adonner volontairement à de nouveaux horizons. De la découverte, tel un explorateur qui navigue sur les flots inconnus pour découvrir l'inconcevable, l'incroyable. On l'a vu maintes fois, avec des Léonard de Vinci, des Galilée, chez les humanistes, en Italie. Il n'est nullement besoin de voyager au sens propre du terme. Un voyage intérieur suffit par lui-même à égayer sa curiosité. Et on a pu le voir avec de grands scientifiques, de grands chercheurs qui n'ont pas forcément voyagé à travers le monde, mais ils ont voyagé à travers eux-mêmes. Et ils ont réussi à se représenter un monde, leur monde, qu'ils considéraient comme un microcosme et ils ont su l'inclure dans ce macrocosme. Alors la curiosité permet d'ouvrir son esprit de manière panoramique. Elle est la pourvoyeuse d'une meilleure intelligence. Nous pouvons nous efforcer à observer un bambin, un enfant, regarder ces êtres de quelques jours, quelques mois qui ont mis le pied sur terre. Ils s'adonnent avec joie et béatitude à l'exploration de leur nouvel univers. Ils découvrent par curiosité afin de saisir le repère du réel, du moins de créer leur réalité. Il n'est pas anodin que ce soit à ces âges précoces où l'enfant développe rapidement ses capacités cognitives. Pourquoi il est neuf de toutes les informations imposées et s'accorde à apprécier ce qui l'entoure et s'en fait sa propre idée. Et pour citer justement, c'est une de mes citations, mais je pense qu'il finalement il y a trop peu de vérité dans ce monde. Les illusions sont nombreuses et si aisément trompeuses que l'on oublie la netteté de la vie sous une nébuleuse. Et c'est dans cette assertion que l'on peut conjecturer quant au rôle primordial de la curiosité, ou curiositas, dans la matrice d'entendement vue plus haut. Et pour finir, je parlerai justement de la sensibilité intelligente. Donc c'est un terme que j'ai créé, quoi. Il suffit que j'ai assemblé deux mots, mais ça me parlait beaucoup. Qu'est-ce que la sensibilité intelligente? Alors, l'intelligence ne s'arrête pas seulement dans la capacité à raisonner avec son cerveau, il poursuit son expérience et sa vivacité avec les sens. Donc, j'avais déjà parlé de cette notion de sensualisme. Si nous allons plus loin dans la sensibilité, elle est l'une des composantes de l'intelligence, voire l'une des pièces maîtres. Ressentir avant tout une compréhension relative du monde. Relative parce qu'elle est propre à chacun, et parce qu'on se situe dans un repère, notre repère terrestre, et en fonction des repères, en fonction de l'endroit, on va avoir une vision jamais absolue, elle sera toujours relative. Alors, tous les sens sont mis en exergue, contribuant à une meilleure intuition de notre environnement extérieur. En retournant cette intuition vers l'intérieur, vers son intérieur, vers son propre moi, on se rend compte que la compréhension de soi se fait par l'interprétation singulière de l'extérieur. De plus, ce qui nous renvoie à notre intérieur nous renvoie à notre extérieur, effet mémoire. Donc là, je parlerai bien de force centrifuge du savoir et de l'intellection et d'une force centripète. C'est-à-dire qu'en égayant, en ouvrant nos sens, on observe, on apprend beaucoup de choses, puis cet environnement, il va se resserrer vers notre cerveau, et là on va méditer justement sur beaucoup de points, on va faire les liens, on va faire des associations d'idées, d'images, une forme de sémantique. Voilà. Donc je terminerai maintenant, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc c'était la chaîne philosophique Nicolas Gugliotta. Je vous invite à aimer ma page, à vous abonner du moins, si vous le souhaitez bien sûr.
sans aucune obligation, et à aimer, à mettre un petit j'aime, ou à mettre pas j'aime, quoi, ou mettre un commentaire. Voilà, c'est toujours constructif, et c'est à plusieurs qu'on partage et qu'on arrive à discourir de manière intelligente et lucide. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.